Hello à tous, alors on se retrouve pour une autre vidéo avec une série de questions. Cette fois-ci, ça sera plutôt des questions sur les démarches à faire. Là, je viens d'avoir un Guillain-Barré, je suis en train, à quoi faut que je pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. C'est pas que pour les Guillain-Barré, parce que ce soit une autre pathologie neuro, il y a des choses où on va se retrouver à peu près dans les mêmes cas de figure, ou même un handicap, un trauma, mais bon, voilà, pour tous ceux qui ont des Guillain-Barré, je vais essayer de lister les choses qui moi me viennent en tête. La première chose, c'est que en règle générale, ce genre de choses, ça commence par une hospitalisation. Donc vous allez être arrêté au niveau du travail, et donc c'est pas un arrêt de travail, c'est pas votre médecin qui vous fait la feuille habituelle, c'est le certificat d'hospitalisation qui fait foi comme arrêt de travail. Donc automatiquement, le fait de passer à l'hôpital, paf, on est en arrêt de travail. Dans certains cas, cet arrêt de travail risque de durer un petit peu. S'il dure plus que... Alors, dans mon cas, c'était 3 mois, mais je sais pas, il faudra regarder pour vous. En fait, il y a une période où vous êtes donc en ITT, en incapacité totale de travail, et ça, dans les contrats d'assurance, vous regarderez, ceux qui ont acheté une maison, un appartement ou quoi que ce soit, quand vous remboursez un prêt, en règle générale, il y a une clause qui dit que si vous êtes en ITT pendant plus que, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas, ça dépend de votre contrat, à ce moment-là, il y a une garantie qui prend à votre place le remboursement de votre maison ou de votre appart. Donc c'est bon à savoir, par contre, il faut faire le dossier, ça prend du temps, donc passez pas à côté, il y a déjà assez de choses à payer quand il nous arrive une tuile comme ça, voilà, donc si vous pouvez, regardez ça sur votre contrat de prêt bancaire. Deuxième chose, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, à partir du moment où on se retrouve dans une condition où on ne peut plus faire le geste du quotidien, se laver, se manger, etc., tout seul, on peut à ce moment-là prétendre à une reconnaissance du statut d'invalide. Donc c'est la carte d'invalidité. Ça veut dire que on est atteint à 80%, et que donc il y a tout un tas de choses du quotidien qu'on ne peut pas faire. Donc là aussi, ça c'est une carte qu'il faut demander, alors je ne sais plus exactement comment on l'obtient, vous tapez ça sur internet. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que on peut se dire, ouais, mais ok, ben dans 1 an je suis guéri, je vais pas me faire chier avec ça. Oui, mais l'année où vous avez votre Guillain-Barré, avec cette carte d'invalidité, vos impôts c'est plus la même chose. Vous avez plus le même nombre de parts parce qu'il y a des trucs qui se bonifient. Donc là encore, vaut mieux la demander. C'est fait, c'est toujours des sous à pas donner, donc voilà. Le troisième truc, c'est la MDPH, donc la maison des personnes handicapées, voilà, si je dis pas de bêtises. La MDPH, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un trauma comme ça, qu'on est handicapé, donc, même si c'est un handicap qui peut se résorber, ils peuvent nous aider. Moi, ça aurait pu être le cas, mais je l'ai su trop tard, et du coup, ça s'est pas fait. Je suis resté pas mal de temps au centre, avec du coup un niveau de handicap qui était trop lourd pour que je puisse rentrer à la maison. Et dans certains cas, il est possible que la MDPH prenne en charge des adaptations de votre logement, genre, ouais, la douche, ça va pas, il faut faire un truc parce qu'il faut pouvoir mettre un tabouret pour se doucher, sinon on peut pas rentrer chez soi. Dehors, il y a plein de cailloux, ouais, on est obligé de refaire une dalle lisse parce que le fauteuil il passe pas. Dans ces cas-là, il y a un ergothérapeute qui se déplace, qui vient faire des devis, etc., etc. Mais voilà, faut le savoir, il faut faire cette demande suffisamment tôt, parce que une fois que vous êtes dans la phase de guérison ou quoi que ce soit, c'est trop tard. Et si jamais vous avez fait les travaux, parce que vous êtes obligé pour rentrer chez vous, et que vous demandez après, ça marche pas non plus. C'est une aide qu'il faut demander avant. Donc là encore, MDPH, vous renseignez. Autre chose au niveau de la MDPH, la reconnaissance de travailleurs, de qualité de travailleurs handicapés, RQTH. On peut se dire aussi, moi j'ai pas forcément envie, et mon employeur, c'est bon, je vais reprendre ma place. Si jamais vous avez des séquelles, et ça peut être des séquelles invisibles, ça peut être des séquelles de fatigue, comme quoi, oui, pour vous c'est plus compliqué de tenir une journée devant un écran, etc., etc. Votre dossier passe en commission à la maison des handicapés, et ils peuvent vous octroyer ce statut de travailleur handicapé. C'est pas anodin non plus, parce que les
les entreprises, alors je crois que c'est au-delà d'une certaine taille, doivent employer un certain quota de personnes handicapées. Et si elles ne le font pas, elles ont une amende. Donc le fait d'avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé, quelque part, ça va être un bonus pour votre employeur. Hein. Peut-être que ça va l'embêter de vous reprendre parce que vous êtes en handicapé, peut-être vous serez à temps partiel, etc. Mais d'un autre côté, lui, ça va lui coûter moins cher. Et c'est une amende qu'il n'aura pas à payer. Donc le fait de demander ce truc-là, c'est aussi pas idiot parce que ça peut permettre de faciliter le retour à l'emploi, donc faut y penser. Autre chose, ça là on y pense un peu plus, mais c'est pareil, ça prend du temps, donc faut pas s'y prendre au dernier moment, c'est la carte de mobilité. Et à un moment ou à un autre, si vous êtes en fauteuil, vous aurez besoin de vous garer sur des places handi. Et pour pouvoir se garer sur des places handi, c'est la MDPH qui vous donne ce fameux macaron qui est la carte qui peut être valide pour quelques années ou quoi, ou renouvelable, enfin bon. Et là aussi, il faut faire un dossier et ça prend un petit peu de temps. Donc ne vous y prenez pas au dernier moment. Il y a des chances que dans votre rééducation, que ça prenne un petit peu de temps. Même si c'est la carte que pour un an, vous allez voir que quand il faut ouvrir la portière pour sortir un fauteuil, se mettre à côté sur une place normale, bon courage. Hein. Donc oui, il faut pouvoir avoir accès à ces places-là. Et il y a une autre carte, qui est la carte coupe-fil, qui dit que c'est compliqué pour nous de rester debout pendant longtemps, et donc plutôt que de faire la queue, ça permet de passer en priorité aux caisses des supermarchés, etc., etc. Petite parenthèse, moi cette carte-là, je l'avais quasiment jamais utilisée. Il y a une fois où je l'aurais bien fait parce que j'ai fait la queue à un aéroport et j'ai cru mourir tellement il y avait du monde devant moi, mais voilà, je savais pas trop comment faire et tout ça. Là, pendant le Covid, je l'avoue, je suis allé chez une grande surface de bricolage et quand j'ai vu qu'il y avait 250 mètres de queue, là j'ai dit non, là je sors le sésame parce que moi je peux pas faire 2 heures de queue avec les jambes, c'est pas possible. Donc là aussi ça sert, ça c'est pas, voilà, de temps en temps quand on en a besoin il faut pouvoir l'utiliser. Autre point, mais je vais pas m'étendre sur cette vidéo là, je vais plutôt vous renvoyer sur l'autre où j'ai fait un petit paragraphe là-dessus, c'est le permis de conduire. Donc renseignez-vous, en fonction de votre pathologie, si c'est un Guillain-Barré avec une atteinte, tout ça, votre permis de conduire peut être considéré comme suspendu par rapport à la préfecture, donc il y a des démarches à faire pour faire une visite de contrôle qui dit c'est bon, vous avez récupéré suffisamment et vous avez le droit de conduire normalement. Ou alors, c'est pas bon et on se donne 2 ans, on se revoit dans 2 ans, on vous donne un truc transitoire et puis dans 2 ans on voit si vous pouvez reconduire définitivement comme avant. Ou alors, vous avez vraiment des séquelles, vous êtes vraiment dans le handicap, et là, il faut que vous puissiez avoir une voiture adaptée. Et là encore, la MDPH peut prendre en charge une partie des coûts d'adaptation du véhicule. Donc, il faut se renseigner. Dernier point, par rapport là plus à la CPAM, parce que moi en tout cas, ça a duré assez longtemps. Donc, au début, on est en arrêt de travail. À un moment, on se pose la question de reprendre le travail. Alors, on peut être par exemple en mi-temps thérapeutique. En mi-temps thérapeutique, ça veut dire que vous êtes toujours à temps plein vis-à-vis de votre employeur, mais la Sécu complète les 50% qui manquent. Alors, il y a des règles de calcul avec des plafonds et tout ça, c'est pas si simple que ça, mais grosso modo, c'est à peu près ça qui se passe. Sauf que tout ça, voilà, la Sécu, c'est 3 ans maximum. Au bout de 3 ans, de 2 choses l'une. Ou bien, au bout de 3 ans, vous êtes à même de reprendre un travail normal à temps plein, ou vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, on arrête ces histoires d'arrêt de travail, etc., etc. Là, on est obligé de passer à de l'invalidité. Alors, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est que c'est votre statut qui change. On vous déclare invalide de niveau 1, 2 ou 3, en fonction du niveau de séquelles que vous pouvez avoir. Ça ne vous empêche pas nécessairement de travailler, ça dépend du niveau. Donc en invalidité de niveau 1, on peut très bien travailler à temps partiel. Mais ce qui change, c'est que au lieu de recevoir des indemnités journalières, vous allez recevoir une rente d'invalidité qui va remplacer ces indemnités journalières, et tous les mois, vous aurez votre somme. Alors il y a aussi des conditions, tout ça je ne vais pas vous expliquer parce que c'est assez compliqué. Faut pas que la somme de ce que vous avez après soit plus que ce que vous aviez avant, etc. etc. Enfin bon voilà. De la même façon, il peut y avoir aussi un système de prévoyance qui s'ajoute à ça.
C'est-à-dire que si, dans votre emploi, quand vous avez eu votre maladie, vous aviez un système de prévoyance, parce que c'est comme une assurance, voilà. C'est la prévoyance qui prend en charge un paiement, en fonction de conditions qui sont dans votre contrat, d'une partie d'un complément de votre salaire. Voilà, c'est pas... il y en a d'autres, hein, des mécanismes, mais au moins ceux-là, c'est les plus classiques, et que vous ayez ça en tête, parce que c'est important, les démarches. Voilà, et je vous souhaite bon courage dans toutes ces démarches, et je vous dis à ciao.